Dans cet épisode, je reçois Rebecca Bucci, qui est une aspirante humoriste. Avant ma rencontre avec Rebecca, je lui ai envoyé une liste de 10 questions, puis elle a dû en choisir 3. Fait que dans notre entrevue, on va parler notamment, c'est quoi ça la pleine conscience? On va aussi parler de notre secondaire, parce que moi puis Rebecca, on a été à la même école secondaire, puis on a même été dans la même classe. Fait que ça va être aussi des retrouvailles auxquelles tu vas assister. Je m'appelle Coralie Dubois et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Bonjour Rebecca. Allô Coralie. Ça va bien? Vraiment, toi? Ben oui, je vais vraiment bien. Parce que je suis contente de te voir, honnêtement. Oui? Ouais. Ben parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vus aussi. Du secondaire. Oui, c'est ça, j'allais dire, fut un temps où on se côtoyait tous les jours. Ben oui, fait que j'ai comme plein de questions à te poser parce que ça fait longtemps qu'on s'est comme pas vus. Oui. Mais on s'est recroisés aussi dans des soirées d'humour. Oui, exact. T'as fait ton 30 minutes avec Claudia. Au foutoir. Foutoir à Terrebonne. C'est un coup, genre, de rester à Terrebonne encore une fois, parce qu'on était à Terrebonne, tout le monde. Ben oui, c'est ça, venez visiter le foutoir, là. Il y a tellement de choses à faire, là. En tout cas, il faut vraiment visiter Terrebonne. Oui. Puis je pensais à ça en m'en venant, je me disais, est-ce qu'on a déjà eu des scènes de théâtre ensemble, parce qu'on étudiait, tu sais, en art drame, là? Oui, c'est Je genre... repensais à ça. On a-tu déjà eu des scènes ensemble ou sur les 5 ans? Honnêtement, c'est vraiment vague. S'il y aurait une scène qu'on aurait ensemble, ce serait les Michel Tremblay, peut-être, mais je m'en souviens pas. Michel Tremblay. Tu sais, les timbres. Tu sais, là, la personne qui gagne, elle gratte, puis elle a des timbres. Ah, les belles-sœurs? Ah oui, c'est ça. En secondaire 1? On était ensemble en secondaire 1? Je crois que oui, j'avais eu Geneviève. Oui, moi aussi. Fait que peut-être qu'on aurait fait les belles-sœurs. Ou sinon, je repensais aux fées. Est-ce que tu te souviens? Ah Les oui! fées avec Patricia. C'était les fées noires et les fées blanches de La Cage de... C'est quoi son nom? Anne Hébert. Anne Hébert. Quelle bonne pièce. C'est toute l'histoire de la Corriveau, qui est vraiment une histoire, je pense, à connaître. À connaître, oui, parce que c'est... si tu peux l'expliquer en quelques mots pour les autres, ceux qui n'ont pas... Ouais, ben, tu sais, la Corriveau, c'est vraiment comme une... Ben, de ce que j'ai compris, parce que je pense que c'est une interprétation... il y a plusieurs interprétations, mais c'est vraiment comme une femme qui, dans le fond, vivait de la violence conjugale, puis a fini par vouloir mettre fin à la violence conjugale en tuant son mari, puis... Dans le fond, est accusée de meurtre injustement, puis je pense pas qu'on règle les choses par le meurtre, ce n'est pas ce que je dis, mais disons qu'elle a pris les moyens qu'elle avait à l'époque, puis ça s'est reviré contre elle, puis ils l'ont comme mis dans une cage en public, je veux dire, puis c'était au Québec il y a pas si longtemps que ça, là. Fait que, je sais pas, en termes de l'histoire des femmes au Québec, je trouve que c'est une histoire à connaître. Puis j'étais comme touchée quand même. Au secondaire, on avait vraiment des pièces hautes, pour vrai, ils nous prenaient pas pour des bébés, là. Non, c'est vrai, c'était quand même bien poussé, tu sais. Il y avait la Corriveau qui m'avait... Il y avait aussi en secondaire 1, j'ai aimé ça faire la station de métro. On a parlé de suicide. Oh my God, t'as raison. On parlait de ça. C'est quand même un sujet quand même intéressant. En secondaire 1, parler de suicide. Ouais, et moi, en secondaire 2, j'ai joué un personnage d'une mère qui voulait que son plancher de prélat soit propre. Là, son petit bout, il revenait de l'école, puis il mettait des biscuits par terre, puis finalement, le petit bout, elle le mettait dehors parce qu'elle était une mère à bout. Et le petit gars, il disparaissait. En secondaire 2, je jouais ça. J'étais comme... Du haut de mes, genre, je sais pas, 12 ans, là. J'essayais d'être crédible, en tout cas. Non, mais pour vrai, je repense souvent à l'art drame au secondaire, à Armand Corbeil, puis c'est vraiment un programme qui est... Moi, ça m'a vraiment fait aimer l'école au secondaire, là. Fait que je sais pas pour toi, là, si t'en gardes un bon souvenir. Ben oui, moi, au secondaire, c'était ma motivation, là, tu sais. J'avais mes cours de mathématiques, où que j'aimais plus ou moins ça. Puis, tu sais, quand on arrivait en art drame, on dirait qu'on pouvait faire une pause au niveau du cerveau. Mais, tu sais, on travaillait quand même. On travaillait mais c'est absolument. juste quelque chose qui était un peu plus passionnant ou qui donnait... Je trouvais qu'il faisait bouger, tu sais, c'était aussi de la théorie, mais il y avait beaucoup dans le mouvement. Ouais, ben tu sais, la créativité, il y avait moins de barrières, de balises, tu sais, mettons en maths, c'était 5 plus 5, ça fait 12. Non, c'est vrai. Tu sais, 5 plus 5 fait 10, puis ben, tu remets pas ça en question. Alors que ça emmenait, je trouvais, notre cerveau tellement ailleurs de comme, hey, tu peux. Tu sais, mettons, il y avait une fois quand on avait fait du stand-up, je sais pas si tu te souviens avec Patricia. Oui. C'était comme, elle écrivait des jokes avec les procédés humoristiques. Fait qu'il y avait la théorie, comme tu dis, mais tout l'espace pour la créativité
Fait que moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'était mon bonbon aussi, là, comme... Je pense qu'il devrait y avoir plus de programmes comme ça dans les écoles là, pour... Puis, ben oui, pour motiver, puis en même temps, tu sais, c'est comme ça travaille full, c'est tes habiletés sociales, ta voix, ta prononciation, tu sais, La confiance en soi. confiance en soi. Tu sais, ça me fait penser à, tu sais, Pierre-Luc Racine, je l'ai reçu dans un de mes podcasts, puis lui, sa professeure, c'est grâce à sa prof d'art dramatique qu'il a pu travailler sa diction ou la façon qu'il parle, tu sais, parce qu'il parlait vite, il parle vite, puis c'est là que la prof lui a permis de mieux s'exprimer, puis ça lui a donné beaucoup d'outils. Ah, absolument. Mais tout comme, je trouve le côté interpersonnel, la relation aux autres, je sais pas, il y avait quelque chose de sain dans nos groupes. Tu sais, il y avait quelque chose de beau, de pas... je sais pas, des fois, au secondaire, mettons, on prend le cliché de, genre, le joueur de football avec la fille populaire, pis tout. Je trouve, en art drame, il y avait comme, je sais pas, une égalité d'une certaine façon. Tout le monde avait sa place, puis c'était comme une grande famille, là. Tu sais, je veux pas non plus idéaliser, c'est sûr que, comme dans toute famille, il y avait des conflits des fois, mais je sais pas, il y avait quelque chose de vraiment sain là-dedans et que j'en parle vraiment souvent, puis des fois, je me dis que ça devrait comme... Il devrait y avoir des programmes obligatoire dans le sens que, en tout cas, je prêche vraiment pour ma paroisse, là, mais tu sais, au moins du sport, justement, de l'art, c'est tellement motivant, là. Ben oui, parce que c'est ça que tu vas chercher, la motivation, l'intérêt des jeunes. Puis tu sais, ça a été prouvé là, dans des recherches que quand tu as de l'identité, tu sais, la crise d'identité au secondaire, tu sais, on passe tout par là. Puis tu sais, le fait d'appartenir à un groupe, ça permet de, tu sais, de s'accrocher à quelque chose. Tout à fait. De se trouver un peu, là, je veux Absolument. pas. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis là, j'ai une question pour la passion, parce que là, t'en parles. Genre, OK. Puis, mais je te dis aussi pour... Hey, moi, c'est mon premier podcast. Vois-tu, je regarde la caméra ou on fait comme si... Je regarde jamais. Faut-tu faire comme s'ils sont là, les gens? Moi, je regarde jamais, mais il faudrait que j'apprenne. C'est parce que je me sens mal de te parler, puis après, je reparle, puis là, tu me regardes. Fait qu'on fait comme s'ils sont pas là, Ouais, ils sont comme des petits oiseaux qui nous espionnent. Comme s'il y avait une third wheel qui est là. C'est comme le fantasme de tout le monde là, qui se déploie à travers les podcasts. C'est comme ça, on observe les gens parler, puis on... Ils regardent à travers la fenêtre. Oui, c'est ça. Surtout nous, on en a une ici. Oui, là, ici, super bien placée, d'ailleurs. Ah, tu vas devoir la laver. Ah, ben c'est pas grave, ça me fait plaisir. Écoute, du Windex, j'en ai plein. Ah. Je voulais te commencer avant le podcast, te dire pourquoi je t'avais invité. Dans le fond, moi, je trouve que depuis au secondaire, tu étais super dans la voix, tu chantais bien, tu participais au spectacle à chaque fin d'année, des concours. Gala Méritas, des affaires. Oui, c'est ça. Ben, tu sais qu'il y avait toujours la même part de toi qui mélangeait l'humour puis le chant. Puis là, aujourd'hui, tu continues encore à travailler cet art-là qui est l'humour puis le chant. Puis je trouve ça super beau parce que j'ai vu comme ton amélioration. Puis je trouve ça beau de voir que tu as quand même gardé ton rêve qui était de chanter sur la scène. Ouais. Fait que pour ça, je t'ai invitée. Je me suis dit, ben, tu sais, elle est passionnée. Tu sais, ça va être intéressant de t'avoir dans mon podcast. Ah, ben, merci. Mais pour vrai, comme... J'ai découvert... j'ai commencé à imiter quand je m'étais déguisée en Céline puis René, ma cousine Laurie, là. Je sais pas si tu te souviens, à l'Halloween, là, elle faisait René, puis moi, genre, toute la journée, j'étais comme... Puis genre, je posais mes questions en Céline, puis justement, encore une fois, l'école secondaire, ben c'est les profs, à travers leur regard, que j'ai vu qui trouvaient ça bon. Les profs, t'es comme, voyons, tu l'as donc bien, tu sais, puis t'as comme 13-14 ans. Puis oui, j'ai vraiment découvert un plaisir à imiter, puis à chanter, puis à faire rire. Puis c'est vrai que ça m'a pas quittée. T'sais, même quand j'avais fait mon baccalauréat en psychologie, c'est sûr que j'avais ralenti la cadence, mais jamais ça m'a quittée parce que, mettons, j'ai fait UDM en spectacle, je faisais un petit peu de bar pendant ce temps-là, mais ouais, c'est vrai que ça... Il me semble aussi à UDM en spectacle, t'as pas gagné une 3e place ou... Ouais, la première fois que je l'ai faite, j'ai gagné la 3e place, t'as tout à fait raison. La fois d'après que je l'ai faite, j'ai rien gagné. C'est une erreur. C'est ça, les juges... Non, cette fois-là, j'ai rien gagné. Puis c'est fou parce que j'ai vraiment porté comme tous les chapeaux avec UDM en spectacle parce qu'après, je l'ai animé. J'étais encore au bac. Et quand j'ai eu fini mon bac, j'ai fait le spectacle de délibération. Parce qu'à la fin du concours, il y a tout le temps comme un 30 minutes de délibération où les juges y partent. Puis j'ai fait ces 30 minutes-là. Fait que j'ai comme... Ouais. J'ai rencontré mon chum à UDM en spectacle, le père de mon enfant. Fait que... ouais.
Fait que lui, est-ce qu'il était dans la régie ou il participait aussi? Il est technicien, c'est le directeur technique de la salle à l'UDM. Fait que, ouais, il n'y a pas de trucs bizarres, là, genre de prise de pouvoir, là, inquiétez-vous pas, là, c'est vraiment pas ça. Il n'y a pas y a pas de rôle d'autorité du tout. Ça fait bizarre du moins. Il est vraiment technicien de la salle. OK. Je sais pas pourquoi je le précise. Mais je sais pas, je l'avais pas vu comme quoi il y avait de la supériorité. Bon, ben, ça parle de moi, de mon inquiétude que les gens interprètent ça bizarre. Non, c'est ça. C'est pas comme... bref, je m'égarerai pas dans ce sujet-là, mais non, c'est ça. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là que l'histoire d'amour a commencé. Puis, fait que, ouais, pour vrai, la salle de l'UDM a beaucoup de... Ça, je sais pas, ça a touché plein de sphères de ma vie. Fait que c'est une belle histoire. Mais oui, parce que c'est comme la scène, le chant, le stand-up, tu sais, c'est tout mélangé, puis t'es quand même encore là, tu sais, t'as fait un bac en psychologie aussi, fait que ça te permet aussi de peut-être, je sais pas comment tu l'utilises, mais dans les personnages, je sais pas comment... Ah, la psycho, je l'utilise à chaque jour, là. Je veux dire, en me levant le matin, en me couchant le soir, c'est... tant en tant qu'être humain, en tant que, je veux dire, dans ma famille, en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que future mère, en tant qu'artiste, c'est sûr, là, tu sais, comme... j'aime vraiment ça quand, tu sais, mettons, j'ai un texte où je parle de l'anxiété, où je parle de mon côté hypochondriaque. Je trouve ça tellement le fun d'avoir les notions psychologiques, tu sais, réelles, c'est-à-dire, j'ai vraiment, tu sais, un diplôme là-dedans. Fait que je me sens crédible d'en parler, puis de faire comme de l'éducation populaire à travers mon art. Je trouve ça, pour moi, c'est quand je vis ça, c'est genre tout le temps une espèce de coït artistique, de climax artistique, je veux dire, comme ben, coït aussi, là, je sais pas si c'est... Tu sais, une espèce de climax idéal où, genre, tant mon côté scientifique, tu sais, sciences sociales, que le côté artistique, il sert... ben, il me fait du bien à moi, c'est sûr. Je pense qu'on le fait beaucoup pour soi-même en tant qu'artiste. En tout cas, personnellement, c'est sûr que quand je parle de mon hypochondrie, ça me fait du bien, mais ça m'arrive souvent que les gens viennent après et sont comme « Hey, comme quand t'as parlé d'anxiété, merci. » Puis, tu sais... puis j'en parle, mettons, dans un de mes textes, je parle du stress d'une manière qu'on en entend peu parler. C'est-à-dire que j'en parle... tu sais, le stress, ça peut devenir pathologique puis ça peut être vraiment nuire à la vie des gens. Mais je pense que des fois, on a peur du stress plus que ce qu'on devrait avoir peur parce que le stress, c'est notre ami, parfois, parce qu'il nous permet d'identifier, mettons, qu'une situation n'est pas bonne pour nous, qu'une personne n'est pas bonne pour nous. Si à chaque fois, on est en compagnie d'une personne puis on se sent vraiment crispé, pas bien, ben merci le stress. Parce que s'il n'est pas là, ben on pourrait pas savoir qu'on est pas mettons qu'on devrait peut-être changer d'amis ou du moins s'exprimer au point de la personne, dire, mettons, ah, tu sais, il y a des affaires qui marchent pas. Fait que bref, je pourrais en parler longtemps. Ben non, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est en lien avec les émotions. Puis justement, moi, je travaille avec une clientèle qui doit apprendre à gérer ses émotions ou à comprendre c'est quoi. Ben là, nous, c'est les émotions de base, comme la colère, la joie, la tristesse. Tu sais, j'ai un élève, lui, tout est colère. Là. Tu sais, je lui demande de me nommer une émotion. Quand tu es triste, peux-tu me donner un exemple? Puis il n'est pas capable. Je dis, ben quand tu regardes un film triste, ça t'arrive-tu? Non, je suis en colère. OK? Là, quand exemple, tu perds ton cellulaire, là, j'essaie de dire. Non, je suis en colère. Fait que là, il mélangeait toutes les émotions pour une seule. Fait que là, c'était trouver ou décortiquer comment il pourrait mieux les nommer et les vivre aussi, parce qu'il est toujours sous tension. Oui. Mais tu sais, je sais pas si tu connais l'alexithymie. Est-ce que ça me fait penser... là, tu nommes, mettons, quelqu'un qui c'est vraiment juste la colère qui ressent, mais il y a des gens qui... L'alexithymie, c'est comme une maladie. Puis tu sais, il me semble que c'est un continuum, puis c'est pas tout le temps, mettons, clair que c'est l'alexithymie, mais c'est une difficulté à identifier les émotions vécues. Fait qu'il y a des gens qui... Tu sais, quand je dis c'est un continuum, c'est que ça peut être comme... Ils sont pas capables du tout, mais il y a des gens que peut-être, justement, ça revient... Genre, OK, ben c'est de la colère que je vis, parce que aussitôt que je vis un inconfort, colère, tu sais. Mais non, il y a comme une gamme d'émotions, une variété. Puis, tu sais, ça me fait penser, ce que tu dis aussi, je trouve que, mettons, la colère, c'est une émotion que souvent, il va être accordé, va être validé chez les hommes, par exemple. Tu sais, socialement, là, je veux dire, les hommes sont socialisés que la colère, c'est correct, puis les femmes, quand on est en colère, ben on est des hystériques. Tu sais, fait que ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser aussi, j'ai parlé avec une fille, elle est rwandaise,
Puis elle, dans sa culture, montrer qu'on est triste, c'est pas possible. C'est comme un signe de faiblesse. Donc, elle a grandi dans l'idée que les hommes ou les femmes, ben plus les hommes dans ce cas-ci, parce que c'était les patriarcales, pouvaient pas être tristes, pouvaient pas pleurer. Ah oui. Fait qu'elle, quand elle est arrivée ici, puis elle a découvert qu'une nouvelle façon de penser, que les émotions, c'est important, puis c'est correct d'être triste, ça y a fait comme, OK, on est deux cultures totalement différentes. Fait que c'est quand même, je trouve... Alors, même pour les femmes, c'est comme... Parce qu'ici, la tristesse, on s'entend, chez les femmes, c'est très bien vu, là. C'est comme tout à fait acceptable. Puis un garçon triste, par exemple, ça passe moins. C'est sûr que les choses changent, là. Mais il y a encore du travail à faire avec les enfants, entre autres, là, que ça commence, je pense, là, de permettre aux petits garçons de vivre la tristesse puis aux petites filles d'être fâchées. Oui, ben oui. Parce que c'est une émotion que tout le monde vit. Puis que si on les nomme, c'est comme si tu les rends conscients. C'est inconscient, mais tu les rends conscients. Fait que les nommer, c'est difficile, mais c'est comme réapprendre à faire du vélo, exemple. Fait que c'est ça qu'on travaille. Puis je trouve ça le fun parce que c'est pas juste les élèves à qui j'enseigne qui sont comme ça, c'est dans la vie en général. Tu sais, ça s'applique à tout le monde. Là. Ah, absolument. Est-ce que c'est un sujet que tu parles dans tes stand-up des fois? Ben, c'est un sujet justement que je suis en train de décrire pour en parler parce que je trouve les émotions, c'est tellement important. Tu sais, différencier l'émotion d'un sentiment, ça, c'est rarement clair, mais j'aime ça d'en parler. Comme ça, si tu en prends conscience, la différence entre l'émotion et le sentiment, ça fait comme, c'est vrai que finalement, je suis pas tant en colère. T'sais. En colère, ça dure environ 5 secondes là, dans ta tête, une émotion. Ouais. Puis tandis qu'un sentiment, c'est le temps que tu accordes à cette émotion-là qui devient un sentiment. Fait que, ça deviendrait la mélancolie. Puis tu fais exprès aussi de la perpétuer parce que tu écoutes de la musique qui te rend en colère. Oui, c'est ça, là, tu t'arranges pour rester dans ce mindset-là, dans ce mood-là. La colère, théoriquement, après 10 secondes, est partie, mais à force de repenser à la situation, tu l'entretiens. C'est là que ça devient un état, puis ça devient même, je trouve, parfois une identité. Tu sais, de dire, toute la question du langage, de dire je vis de la colère versus je suis en colère. Tu sais, il y a une différence. Je vis de la colère, c'est comme la colère, elle passe, elle s'en va. Je suis en colère. Il y a comme le mot je suis qui ça devient soi. Je suis. Puis des fois, justement, de faire attention, moi, j'essaie des fois de me dire, justement, je vis de la colère. Mais tu sais, ça va s'en aller. Parce que c'est comme un petit peu un red flag dans ma tête de « Oh, fais attention parce que je ne suis pas à la colère. J'en vis, mais elle s'en va. C'est juste passager. Ça fait hop! » Oui, ça augmente. Puis après, ça c'est la suite. Là. Mais comme on disait tantôt, avec un enfant, toi aussi, tu avais travaillé avec des enfants en adaptation scolaire, avec les émotions. Là. Puis tu avais dit tantôt, justement, que l'enfant avec qui tu étais, l'ado, ben lui, il changeait d'une émotion à l'autre. Tellement rapidement. Ah, tellement. Oui, quand j'accompagnais les jeunes qui avaient un TSA, tu veux dire, oui, ben oui. Ouais, il y avait une fille, justement, comme... c'est ça, là, tu sais, elle, une minute, c'était comme la journée, elle vaut plus rien. Puis là, j'étais comme, attends, si on regarde ça, puis ça, point de vue général, non, c'est vrai. Puis c'était comme... Fait que oui, elle avait clairement cette force-là à juste comme être dans le moment présent. C'est vrai. C'est super, c'est comme une force qu'on n'a pas toutes. Non. Mais je vais passer aussi à ma première question avec toi. Là, ta passion, là. Parce que là, on a parlé de scène, on a parlé d'humour, mais ta passion, tu peux la nommer. Vas-y. Ma passion? Ta passion. Qu'est-ce qui te passionne? Quand c'est ça, tu sais, Coralie, tu nous envoies des questions quand on vient à ton podcast, là, puis là, j'ai choisi la question de la passion, puis la réponse, c'est que j'en ai pas. En fait, j'en ai une, puis pas précise, c'est que je suis passionnée de la vie. Là, je sais que ça a l'air vraiment quétaine, puis là, que j'ai l'air d'être comme l'élève rebelle qui veut pas répondre à la question. Non, pour vrai, je suis passionnée de la vie, je suis passionnée des multitudes de possibilités qu'on peut faire dans la vie. Fait que j'ai pas comme de passion, j'ai pas de grande élue. Puis je pense que c'est toutes les choses que j'aime qui font que chaque passion est passionnante. Parce que si je pouvais en faire juste une, genre, moi, je serais malheureuse. Là. Je sais qu'il y a des gens, tu sais, l'autre fois, j'ai écouté une entrevue avec Louis-José Hood, par exemple, que lui, c'est vraiment quelqu'un dans la vie qui se donne à 100% dans quelque chose. Tu sais, genre, j'ai compris que lui, c'est vraiment l'humour et le drum.
C'est deux choses qu'il aime, puis lui, il peut, tu sais, il est un être solitaire, là, que ça a l'air, selon ce que j'ai compris, qui peut passer des heures sur le drum, sur l'humour. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis dans une journée, là, je fais 28 000 affaires, là. Je suis tout le temps en train de... Tu sais, l'écriture, je veux dire, je fais des bougies. Genre, je vends des bougies à la brûlerie de la Rivière dans le Vieux-Terrebonne, si jamais ça t'intéresse. Oui, tu sais, fait qu'en fin de semaine, là, ma journée dimanche, ben, je fais des bougies avec mon chum. Il y avait une madame, elle voulait passer une commande pour mettre dans ses bas de Noël. On prend des tasses réutilisables, réutilisées. On fait des bougies. Là, après, ben, le soir, en se couchant, mon chum puis moi, on se met à faire des jokes de pets. Puis là, on est comme, oh my god, on pourrait écrire un livre. Puis là, genre, je vais pas vendre le punch tout de suite, là, mais là, on est comme, ok, on pourrait écrire un livre pour enfants. Là, après, ben, dans l'après-midi, on a jammé de la musique ensemble parce qu'on compose. Après, je cuisine, j'entretiens mon jardin, je promène mes chiens, je fais pousser un bébé dans mon ventre. T'sais. Moi, je sais pas, la vie me passionne, c'est la vie. Les relations, tu sais, j'ai pas nommé, mais juste, moi, dans le fond, être en relation. Je pense que juste ça, en soi, que ce soit quand que je travaille au café, justement, à la brûlerie où je vends les chandelles, là, je suis en retrait, là, mais juste comme chaque conversation avec les clients, les clientes, moi, pour moi, c'est comme un petit baume, puis ça me fait « Ah, wow, la vie est trop passionnante. » Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'émerveillements au courant d'une journée, genre les petites choses de la vie. Pour vrai, je sais que ça a l'air quétaine, mais c'est vrai. En tout cas, pour moi, juste toutes les petites choses que la vie peut me permettre de vivre, que ce soit une bouchée de pâte excellente ou que ce soit un spectacle de 40 minutes qui se passe bien, on dirait que je pourrais pas choisir. C'est tout ça. C'est comme... Tous les projets que tu as, toutes comme tes activités, l'interaction que tu as avec les autres, ça fait en sorte que c'est la vie en général qui te passionne. Ouais. Tu sais, jouer en famille, à un jeu de société, un souper en famille. On est allé souper avec les grands-parents, mon chum, lundi. Je veux dire, ils nous ont montré des vieilles vidéos, genre de quand ils font le sirop d'érable. J'ai posé des questions, j'ai appris, voir la passion dans leurs yeux, dans comme tout l'investissement qu'ils ont mis là-dedans. Comprendre aussi. Tu sais, quand que les gens ils te partagent des souvenirs, mais ça t'aide des fois à les comprendre dans le moment présent. Ça, tu sais, je trouve comprendre l'autre à travers justement la psychologie, le partage, pour vrai, ouais. Fait que Il n'y a pas de mauvaise réponse, honnêtement. Là, c'est une très bonne réponse que tu donnes. Puis le fait que tu t'en parles, ça me met des étoiles dans mes yeux. Puis je me dis, hey, c'est tellement vrai. Le fait d'avoir l'opportunité de choisir que, être exemple, demain, tu veux faire de la guitare. Ben, tu t'inscris à un cours de guitare. Demain, tu veux faire des cours de bougie. Comment on fait? Ouais. Ben, tu t'inscris, puis il y a comme plein de possibilités. Ouais. Puis tu sais, ça, je veux dire, j'ai nommé des choses relativement extravagantes, mais tu sais, moi, je marche à chaque jour dans l'île des Moulins, puis juste comme d'être près de la rivière, j'ai choisi un lieu de vie, tu sais, j'ai cette chance-là de pouvoir choisir un lieu de vie qui est près qui selon moi, qui est magnifique, qui est paradisiaque. Je veux dire, il y a des magnifiques arbres, il y a la rivière qui passe, l'air frais, les décorations de Noël, tu sais, les petites choses, la vie comme ça, prendre une marche, prendre le temps, tu sais, justement, comme je disais, jardiner. Pour vrai, c'est vraiment comme... C'est tout ça qui rend la vie passionnante, puis je dirais, tu sais, ce qui rend ça passionnant, c'est le regard que je choisis de porter, parce que, tu sais, autrefois, j'ai pu penser que, justement, le bonheur, tu sais, puis ce qui allait être passionnant, ça allait être plus tard. Tu sais, ça allait être comme après, ah, tu sais, dans 5 ans, quand je vais faire telle affaire, puis à un moment donné, j'ai fait, ben, c'est parce que si c'est pas là, c'est jamais, parce qu'à un moment donné, tu maintiens cette pensée-là que, ah, ça va être dans 5 ans, ah, ça va être dans... Fait que finalement, ben, t'arrives au bout de la course, puis t'as jamais été satisfait. Fait que, tu sais, c'est un prof de yoga qui m'avait dit ça, tu sais, genre, justement, de se satisfaire de pas de se complaire, mais de se satisfaire vraiment dans ce qu'on a. Pas dans l'optique de pas viser plus ou faire, tu sais, mais vraiment juste de faire comme, tu sais, on se délecte de ce qu'on a là, tout en pensant à, OK, qu'est-ce qu'ensuite je pourrais faire pour continuer de se délecter. En tout cas, je sais pas, c'est ça que je dirais. Ah, ben, moi c'est super. Ça m'a fait penser, justement, tu parles de satisfaction, ça m'a fait penser à une citation que je sais plus c'est qui a dit ça, qui disait que dans le bonheur, c'est d'être capable de se satisfaire avec peu, pas avoir dans l'extravagance, mais se satisfaire avec peu, c'est ça le bonheur, les petites choses, les petits moments, Mais vraiment, l'accumulation, ça fait en sorte que, tu sais.
Ouais, mais tu sais, la seule chose dont je suis certaine, mettons, c'est que je vais avoir besoin de dormir aujourd'hui, je vais avoir besoin de manger, genre, je m'en ai dit, je vais avoir besoin d'éliminer, je vais avoir besoin de relations. Tu sais, comme être humain, tu sais, ça me fait penser un peu à la pyramide de Maslow, là, même si c'est une théorie qui est un peu remise en question, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont vraies, tu sais. Ça, c'est les certitudes qu'on a comme être humain. C'est comme les besoins de base, les besoins d'être stimulé, là, tu sais, d'entendre, de voir, de, 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 de goûter, de sentir. Ben, ça, c'est comme les choses qui sont certaines. Fait que c'est comme, ça, c'est rempli, puis on se satisfait, puis après, le reste, c'est juste, on dirait, tout le temps des belles surprises. C'est juste, le reste, c'est juste du wow, tu sais, à voir qu'on peut faire ça. Fait que c'est ça, ouais. Ben, Ma philosophie. j'adore ta philosophie du mot wow, tu sais, ouais, on peut faire ça. Puis ça m'amène justement à la deuxième question qui est, si exemple, wow, là, tu pouvais voyager dans le temps, tu sais. C'était ta deuxième question que tu avais choisie. Voyager dans le temps, ça serait à quelle époque, où et pourquoi? Mais ça, j'ai trouvé vraiment que c'est une question difficile parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui est nostalgique. Tu sais, il y a des gens, là, mettons mon chum, moi, il se rappelle de plein d'affaires du passé. Puis moi, genre, la semaine passée, je dis comme si ça faisait 150 ans. Fait que j'ai trouvé ça vraiment dur. Puis j'essaie vraiment d'être quelqu'un qui est dans le moment présent beaucoup. Fait que pour vrai, je trouve ça extrêmement difficile. Puis ce qui m'est venu en tête, puis est-ce que... Ma question, j'ai comme une sous-question à ta question. C'est est-ce qu'on aurait le droit... Est-ce que, mettons, si on va dans le passé, on aurait la conscience du moment présent, puis on peut revenir, genre, se mettre à l'abri? Parce que sinon, ça va changer ma réponse. Hey, c'est une bonne question, hein? Genre, c'est juste comme un voyage ou si je m'en vais vivre là, puis je reviens plus? Genre, ou comme je peux faire ça, puis je reviens. Ben, avec Jérôme, lui, il avait choisi d'aller dans une époque puis revenir à son époque. Ok, ben moi aussi, ça serait ça. Parce que c'est pas une bonne idée si je reste. Parce que avec ce que je vais faire, tu vas voir, tu vas comprendre. Parce que moi, j'aimerais ça aller comme dans le passé, mettons, je sais pas, au temps des Grecs, genre au Moyen-Âge, dans le temps où est-ce qu'ils faisaient la chasse aux sorcières. Puis c'est que. En fait, toutes les époques où les femmes ont été malmenées, c'est-à-dire beaucoup d'époques, vraiment trop. On dirait que j'irais genre dans chaque époque puis je ferais comme hey sérieux là, si j'étais toi, je ferais pas ça parce que je te dis bientôt on va parler de toi vraiment mal. Comme je te dis dans le futur là, t'es vraiment pas à la mode. Fait que là tu sais des hommes qui ont volé des idées à des femmes ou je sais pas des prêtres qui ont brûlé des femmes ou des hommes qui ont fait du mal à des femmes. J'ai des frissons. J'aimerais ça, genre, juste leur dire comme là, tu sais, c'est peut-être correct, puis t'as peut-être genre ton brotherhood là, qui te supporte, puis qui est comme on s'en fout, mais comme sache que dans le futur, t'es vraiment pas à mode. Puis là, après, tu changes, après, tu quitterais, genre tu serais, genre, clac, puis disparu. Puis le gars, C'est pour ça que je dis, je peux-tu venir me mettre à l'abri, ou c'est comme, la fille est comme, fait que bye, puis là, elle disparaît pas. Fuck. Elle est comme restée pognée, puis là, c'est elle qui finit au bûcher. Non, tu vas disparaître, tu es capable de disparaître. Mais je ferais ça, je pense que j'irais comme faire un peu la morale, là. Ouais. Même si c'est pas mon genre tant que ça dans la vie, mais je pense qu'il y a des gens qui auraient besoin de se le faire dire, là, tu sais, de faire comme, hey, pour vrai, comme là, c'est socialement acceptable, mais je te dis, un jour, ça sera plus socialement acceptable, tu sais. Puis je pense qu'il y a bien des questions. Là, j'ai choisi le côté féministe parce que je suis une femme, c'est sûr que c'est ce qui m'affecte personnellement à chaque jour. Mais on pourrait le faire pour tellement d'autres causes, là, je veux dire. Totalement, parce que, tu vois, Val Belzile, elle avait choisi également la question que tu avais, le voyage dans le temps, puis elle était comme, ouais, mais là, j'y repense, tu sais, en tant que femme, voyager dans le temps, c'est pas tant... sécuritaire. C'est pas tant sécuritaire, tu sais, mais c'est pour ça que moi, j'arrive avec genre, comme avec mes connaissances de 2021, puis de faire, bientôt, ça sera plus à la mode. Fait que tu veux-tu être quelqu'un qui est avant-gardiste? T'as l'occasion. Exactement, parce que justement, les droits des femmes étaient tellement peu reconnus que... Absent même là, littéralement absent. Le droit de vote, ça fait pas longtemps non plus qu'on l'a. La liberté d'avoir notre propre compte de banque. Puis, tu sais, j'ai découvert, là, les femmes, souvent, les poches, j'ai remarqué, tu sais, pourquoi ils mettent des fausses poches? C'est juste que ça, ce système de mode-là, t'as tellement raison. En lien avec l'ancien temps où que les femmes, il n'y avait pas le droit de se trimballer avec de l'argent. Ouais, j'ai découvert ça, j'ai fait, ben, voyons donc. Fait que pour ça qu'ils doivent avoir une sacoche tout le temps.
Parce qu'ils peuvent pas se trimballer de l'argent avec eux. Fascinant. Puis ça me fait penser à une anecdote. Ma tante, elle m'a donné des pantalons trop grands pour moi. Je trouvais qu'ils feraient super bien à mon chum. Fait que j'ai fait essayer tout, et ça y fait super bien. Puis là, il est comme parfait, ils sont vraiment cool. Mais les mains dans les poches, hey, il est comme, c'est quoi ça? Tu sais, les poches sont comme profondes de même. Oui, c'est Il était vraiment genre. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que quand on vient avec des petites poches, petites poches, petites ambitions. Non, mais tu sais, c'est comme, on dirait que c'est ça le message qu'il essaie de nous dire. Ça, tu sais, l'ambition que tu peux avoir comme fille, c'est une profondeur de poche de ça. Ouais, c'est ça, là, c'est Ouais. comme rien. C'est ça. Fait qu'il les a pas pris. Pour vrai, il a fait. Non, juste à cause de ça, il était comme moi, j'aime ça, mon portefeuille dans la vie sur moi. Fait qu'on est allé porter au comptoir d'entraide, mais. Mais c'est ça. Fait que ça se perpétue même dans les. C'est ça qui est étonnant, ça se perpétue dans la mode. Le fait que le droit des femmes était absent. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, comme aussi Coco Chanel, là, avec les pantalons, les jupes. Dans le fond, les femmes étaient obligées de porter des jupes, puis elle a commencé à porter des pantalons. Je me souviens plus de toute l'histoire, j'ai déjà vu le film, mais c'est un autre exemple. Les corsets. Je pense que c'était comme des standards de beauté de l'époque, je dirais. Là, je suis pas professionnelle en corset, mais genre, je pense qu'il y avait un idéal de femme. Là. Peut-être que c'était pour augmenter la taille des hanches, parce que, tu sais, les corsets, ça sert au niveau des côtes, puis ça donne une impression de grosses hanches. Fait que grosse hanche, femme porteuse, je sais pas. Ouais, hein? Ça, puis aussi, je sais, comme, pour avoir fait du théâtre historique, dans les costumes, il y a tout le temps comme la capine. Ouais, ok. Ouais. Pour La les capine, femmes, c'est comme un truc petit... pour cacher le soleil. c'est comme un petit... comment je dirais ça? Un genre de petit tuque que t'attaches ici, là, tu sais. Oui, comme dans. Oui, la servante écarlate apporte ça souvent. Exact. Mais ça, mon ami Laura Lou, que je nomme, qui est une personne qui m'a appris beaucoup sur l'histoire, entre autres l'histoire de la Nouvelle-France. Les femmes devaient porter ça, entre autres, pour aller à l'église parce que ça empêchait le diable de rentrer dans la Ouais. tête. Ah, ok. Ouais. Moi, je savais pas que c'était à cause de ça. C'est cool à savoir. C'est spécial. Ouais. Ouais. En même temps, c'était pas tant beau, tu sais. Fait que le diable, peut-être. Ben, ça a turné off le diable. C'est ça donne. Parce que sinon, le diable, il prenait des jeunes femmes fraîches et belles pour pouvoir attirer et corrompre l'esprit des hommes. Fait que comme ça les rendait un petit peu moins cute. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Un petit condom de tête. Ouais, c'est ça. Un petit contrôle. C'est Vraiment. Puis tu sais, sinon aussi, par rapport au voyage dans le temps, je m'étais dit que je trouve que des fois, on est dur avec nos ancêtres d'une certaine façon. Là, nos ancêtres, c'est vraiment avec un grand A. Là. Je parle autant ceux d'il y a 100 ans que ceux d'il y a 200 000 ans. Tu sais, dans le sens que souvent, c'est comme... pourquoi ils ont fait ça, puis pourquoi on est rendu comme ça aujourd'hui, tu sais, pourquoi que, on en est venu à exploiter les ressources, puis des trucs comme ça. Puis, tu sais, je me dis des fois, puis je suis vraiment pro-environnement et tout, là, vous allez voir où je m'en vais, là. Ce que je veux dire, c'est que quand on y pense, tu sais, mettons, moi, je me repite, j'imagine, vivre là, de même, il y a 100 000 ans, là. Je veux dire, c'est anxiogène, là. Se retrouver dans la nature tout nu, menacé de tout bord de côté par des animaux sauvages, par des intempéries, des tempêtes, etc. Tu sais, si on prend le temps de se ramener là, la nature, je pense qu'elle peut nous paraître hostile. Puis c'est comme facile aujourd'hui de juger puis de dire « Ah, ben, tu sais, pourquoi on a voulu exploiter les ressources, pourquoi on a voulu exploiter la nature? » Ben, je pense que les êtres humains, les hommes, ont voulu beaucoup contrôler la nature par peur d'elle. Parce qu'ils voulaient pas se faire contrôler ou par peur d'essayer d'anticiper des choses ou... Ah, OK. Fait que, tu sais, des fois, on dirait que je me dis, si j'allais, genre, vivre quelques jours il y a 100 000 ans, ben, je pourrais revenir puis, genre, en jaser avec mes comparses et faire, ben, attends une minute, là. Tu sais, vivre en pleine nature, là, comme... C'est hostile, c'est difficile. Fait que, tu sais, c'est normal, d'une certaine façon, dans l'histoire, que nos ancêtres nous ont emmenés où est-ce qu'on est. Mais là, c'est sûr, il faut comme se rééquilibrer puis trouver un équilibre entre... Tu sais, aujourd'hui, entre vivre en harmonie avec la nature, puis tout en sécurisant notre besoin de confort, de confort, oui, de confort, protection. de sécurité, parce que, tu sais, les êtres humains, on est très, très mal adaptés biologiquement à la survie. Comme je lisais l'autre fois dans une revue que ce qui nous a permis de survivre, c'est vraiment la domestication de l'être humain lui-même. Ah, OK.
le fait qu'on a été capable de travailler en groupe, d'être des êtres sociaux. C'est vraiment notre grande faculté. Ah, je savais pas. Ouais, c'est une théorie, là, mais je trouvais ça bien intéressant parce que sinon, tu sais, on est tout nus, on est des petits vers gluants. Ben ouais, c'est ça, on n'est pas... tu sais, tu y penses, là, dans toutes Moi, j'ai appris que les bébés humains sont faits pour être cute, parce que s'ils sont pas cute quand ils naissent, ben, tu sais, ils sont pas beaux quand ils naissent, mais ils sont faits cute parce que sinon, la mère, elle voudrait pas s'en occuper. On voudrait pas s'en occuper. Tandis que, tu sais, mettons, un chaton, t'es comme... Un bébé, t'es moins... En tout cas, il y a quelque chose là-dedans, dans le cerveau, qui fait en sorte que tu t'attaches à ton enfant parce que tu le trouves beau. Tout à fait. C'est difficile à expliquer, mais... Non, mais tout à fait. Puis je pense que comme souvent, mon chum et moi, on regarde nos chiens puis on est comme, est-ce que vous êtes consciente que si vous étiez vraiment laide et hideuse, vous auriez pas ce privilège-là? Fait que c'est comme... je pense qu'on peut l'extrapoler à plein d'espèces. C'est ce qui fait que... Non, mais tu sais, on dit la beauté ne compte pas. Attends une minute, t'aurais-tu un chien s'il était genre tout ratatiné, gluant, avec du jus vert qui coule du nez? Non, clairement Attends pas, une là. minute. Je pense que la beauté compte un petit peu. Un petit peu, là, minimum, là, souvent, là, c'est... Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, oui, puis là, tu parlais de chiens, puis là, ça m'a amené à... Je sais pas, ça m'a amené à tes chiens. T'as 2 chiens, justement. Oui. Un petit Beagle Shetland. On dirait comme... Oh! Je sais pas, elle est shiny au bout. Ok. Elle, on l'a adoptée, elle était comme... cette famille sur Kijiji qui ont réalisé que c'était juste comme trop s'occuper d'un chien. Fait que nous, on était comme, OK, on va s'en occuper. Fait que, ouais. Elle a 3, puis Gaïa, Radhi, qu'elle s'appelle, elle a 3 ans, puis Gaïa, elle a 10 ans. Ah, fait que c'était quand même une aînée. On appelle ça une aînée quand on... Je pense que oui. Ouais. Elle s'accorde la FADOC, là. Ouais, c'est ça, ça carte la FADOC, c'est excellent. Ah! Faire ses activités de pétanque, non, ça, je C'est niaise. ça, elle a des petits passe-doigts, là. Elle peut aller à la piscine gratuitement à Terrebonne. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là. Mais bon, je vais enchaîner aussi pour les livres, parce que là, je me dis, tu sais, t'as des chiens, ça veut dire que ça demande de l'énergie, mais tu as le temps de lire J'ai là-dedans. le temps de lire, oui. Hein? Ben, pas... oui, j'ai le temps de lire, absolument. De ce temps-là, pas beaucoup. J'ai pas beaucoup lu. J'ai des périodes, je sais pas si c'est comme ça pour toi. Il y a des moments où on dirait... je suis plus portée à lire. Excusez-moi. Non, c'est bon. Tu peux prendre une gorgée si tu veux. Merci. Je t'ai vu avec sortir tes livres, puis Ouais, c'est ça, j'ai comme ma pile. je suis très curieuse. J'attendais cette Oui. question avec impatience. Oui, parce que tu m'avais demandé dans tes questions de préparation si j'avais des livres qui avaient marqué ma vie, puis j'en ai plusieurs, puis il a vraiment fallu que je fasse une sélection. Il y a, dans le fond, le livre La plénitude de l'instant. Ah! Ok. De Thich Nhat Hanh. Je suis sûre que je dis mal son nom. C'est un maître bouddhiste vietnamien. Thich Nhat Hanh, je pense qu'on le prononce. Tu sais, j'ai jamais comme entendu, j'ai pas vu de vidéo de lui ou quoi que ce soit, fait que je suis pas sûre de comment on le prononce, mais en tout cas, ça s'écrit Thich. Bref, c'est pas ça le point principal. Je vais le mettre dans le montage visuel. Bonne idée, ouais. Mais ce livre-là, je l'ai lu la première fois. Je pense que j'avais comme 19-20 ans, là, j'ai 28. Puis ça a été vraiment comme, tu sais, une révélation une nouvelle façon de voir la vie, carrément. Je suis sûre que tout ce que j'ai dit tantôt vient en grande partie de ce livre-là. Ben, c'est ça, parce que ta passion, c'était la vie. Puis là, le livre s'appelle La plénitude. De l'instant. Vivre en pleine conscience. Mais check comment que ça commence. Je suis sûre que tu vas vouloir que tu vas me le voler. Je vais partir puis je le trouverai pas. Notre vraie demeure est le maintenant. Ah! Tu sais, ça dit, le miracle, c'est pas de marcher sur l'eau. Vivre dans l'instant présent est un miracle. Le miracle, c'est de marcher sur la terre verte en ce moment, d'apprécier la paix et la beauté qui nous entourent maintenant. La paix est tout autour de nous, dans le monde, dans la nature et en nous, dans nos corps et nos esprits. Tu sais, il y a comme quelque chose de... C'est comme si, ouais, c'est comme si ça vient de nous, à être en paix, tu sais. Ouais. Puis, ben, que le miracle, c'est là, puis tu sais, même dans les moments les plus
Puis là, tu sais, on dirait que tout de suite, je pense à des gens qui vivent dans des situations vraiment dramatiques. C'est sûr que, genre, se faire lire ça, probablement que ça serait vraiment pas un bon timing, là. Mais je pense que la plupart des êtres humains, mettons, au Québec, peuvent s'identifier à ça, tu sais. Dans le fond, je trouve que ça parle beaucoup pour notre société, à nous ici, où est-ce qu'on cherche tellement tout le temps comme le bonheur dans des choses matérielles puis des choses superficielles. Puis de se lever le matin puis dire le miracle, c'est comme on disait tantôt, c'est genre la base, la terre verte, tu sais. La terre verte, non, j'ai dit la terre verte, c'est ça que ça dit. La terre. Mais là, en lisant, j'ai vraiment fait comme, ouais, il y a des gens pour qui, comme, lire ça, ça serait vraiment comme... En tout cas, je vais leur lire, puis peut-être que je vais avoir un nouveau... C'est ça, un autre point de vue. Finalement, tu vas plus apprécier Ben, c'est tout le temps la question de lire. Moi, je le lis pour moi-même, tu sais. C'est-à-dire que pour moi, ça a résonné, puis c'est sûr que je pense que il y a des privilèges que j'ai en tant que personne née au Québec qui fait que je peux le lire, puis je fais comme, oui, tu sais, me satisfaire de la Terre verte. Mais en même temps, je viens de dire que la Terre verte pouvait être insécurisante. Tu sais, on se rappelle de si on va il y a 100 000 ans. C'est ça, c'était vert, mais il y avait d'autres choses aussi. Ouais, il y avait d'autres menaces. Fait que là, est-ce que c'est vraiment vrai, ce livre-là? On est rendu genre à des niveaux de philosophie, là. Écoute, ton livre, il amène des conversations bien profondes. Qu'est-ce qu'il y a dans ton thé? Oh my God, je sais pas, là. Soudainement, tes mains tremblent. C'est devenu anxiogène, cette histoire-là. Bref, je me souviens à l'époque, ça m'avait fait beaucoup de bien. Ben oui, là, maintenant, finalement, tu y repenses, puis... Non, mais tu sais, dans le fond, c'est une approche, c'est la première fois que je lisais du bouddhisme, à vrai dire, à part, mettons, au secondaire, qu'on avait parlé un peu. Fait que je trouvais ça super intéressant de... Je pense que, tu sais, dans notre culture qui est beaucoup affectée, influencée par la chrétienté, par exemple, tu sais, qui est plus la philosophie du le paradis, c'est après. Puis je pense que c'est à ça qu'il réfère quand il parle de le miracle, c'est pas de marcher sur l'eau, ça réfère à Jésus, tu sais. Mais dans notre culture chrétienne, tu sais, le plaisir, c'est ça, c'est après le paradis, après la souffrance sur terre. Ben, je trouvais que ça faisait du bien, je pense, de lire ça à l'époque, tu sais, de OK, tu sais, c'est pas après le bonheur, ça peut être maintenant. Ça peut se passer là, maintenant, comme sur la terre, comme tu dis, dans là, maintenant, parce que c'est là que, je me souviens, tu as dit ta citation, puis c'est là, maintenant, qui a aussi résonné en moi. C'est la paix, je pense qu'à un moment donné, c'était la paix, c'est là ou maintenant. Oui. Oui, ça commence. Notre vraie demeure est le maintenant. Ouais. Mais souvent, justement, tu sais, quand l'anxiété, je veux dire, c'est la maladie, je sais pas si on dit encore ça, la maladie du siècle, tu sais, l'anxiété, c'est d'être... Ouais. C'est la définition en psychologie, tu sais, c'est la peur d'un stress potentiel futur qui n'est pas encore arrivé. Fait que à ce moment-là, souvent, quand on est dans l'anxiété, on n'est pas dans le présent, tu sais. Non, c'est ça, t'es dans le futur. Puis c'est ça qui... Puis ça génère beaucoup de mal-être, tu sais. Ben oui, parce que la différence, c'est ce que j'ai vu là, dans une image qui avait bien expliqué la différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress, c'est que tu vis là, maintenant. Là, mettons, avant de monter sur la scène, là, tu peux dire que tu es stressé. Ouais. Mais là, c'est, mettons, avant même d'être sur la scène, tu présentes, je sais pas moi, le lendemain, demain. Puis là, tu penses, ah, mais là, si j'oublie mon texte, si, exemple, j'arrive en retard, là, tu es dans l'anxiété parce que tu crées des scénarios, tout simplement. Oui. Oui, puis c'est que ton corps, il met tout en branle le système parasympathique pour se défendre, mais contre quelque chose qui n'est pas là. Fait que c'est énormément de ressources qui sont déployées pour quelque chose qui n'est même pas encore là. Puis là, si tu y penses 3 semaines d'avant, c'est de l'épuisement sur le corps, là. Tu sais, si t'as peur un examen, un ci, un ça, ben dans 3 semaines, là, les 3 semaines vont être longues en tabarouette pour le corps, puis ça finit par s'épuiser, puis ça crée de la dépression, tu sais. Fait que je pense qu'à cette époque-là, c'est ça, ça avait été vraiment comme un... Mais je pense que ça a été une porte d'entrée vers, genre, tout ce qui est croissance personnelle, puis remise en question, tu sais, prendre soin de soi, puis voir des visions différentes de ce que, mettons, la société nous présente au Québec en termes de bien-être, tu sais. D'aller vers les philosophies orientales, par exemple, comme le bouddhisme, là. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Ça a été vraiment une révélation. Sinon, écoute, il y a Siddhartha, qui est aussi... je pense que c'est de l'hindouisme. OK, ça vient aussi de l'Inde, les deux livres, le premier livre que tu Ouais, je pense que lui, il est vietnamien, le premier.
Tu vois, ça aussi, ça a été comme... c'est Siddhartha. Je sais pas si tu connais. Dans le fond, c'est mon chum qui m'a conseillé de lire ça. Lui, il avait lu ça au secondaire, je pense. Puis je trouve ça vraiment hot qu'il leur ait fait voyons, lire ça au secondaire. Mais tu sais, c'est vraiment un roman. Pour vrai, je le conseille vraiment. Siddhartha, là, l'autre, c'est vraiment plus un livre de croissance personnelle, des réflexions. Puis il y a des méditations dedans. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment le fun. Puis Siddhartha, j'ai vraiment l'impression comme d'avoir skippé, là, à cause de mes réflexions philosophiques trop poussées. Mais c'est vraiment C'est un bon livre de croissance personnelle qui te permet de revivre. Ouais, puis tu sais, je veux dire, la philosophie bouddhiste qui est une philosophie millénaire pour laquelle j'ai plein de respect, puis j'ai plein de curiosité, puis il y a plein de choses que je ne connais pas et ne comprends pas à propos. Je ne prétends pas connaître tout, là, mais pour vrai... ouais, tu sais, il est très positif, ce moine-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très... là, je reviens à ça, mais c'est ça. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment joyeux. Il y a une philosophie joyeuse, une philosophie positive, une philosophie du non-jugement aussi, là. Tu sais, tu le lis pas en te sentant mal de pas être un moine, mettons, ou de, comme, d'avoir des envies, des désirs, par exemple, tu sais, contrairement des fois à certaines lectures... de croissance personnelle, par exemple. Que tu sens que tu es peut-être moins... qu'il y a des exemples qui peuvent peut-être moins démontrer que c'est moins accepté ou je sais pas. Oui, c'est ça, ou ça amène de la culpabilité, par exemple. Je trouve que c'est vraiment pas là-dedans. Fait que ça a été vraiment une lecture qui a... Ça a été une porte d'entrée, disons. Puis là, après Siddhartha, ben ça, c'est vraiment une histoire. Fait qu'il est vraiment sous forme de récit. Le personnage Siddhartha qui, dans le fond, se cherche, c'est une quête à travers différentes religions qui essayent. Puis là... je vais pas dire la fin, là, mais il essaie plein de philosophies puis de religions que nous, on connaît pas nécessairement au Québec, là, comme Québécois d'origine, mettons, là. Comme Québécoise d'origine, je veux dire, que je connaissais pas, mais en tout cas, lui, il essaie toutes ces religions-là, ces philosophies-là, puis à la fin, comme il arrive à une conclusion qui est vraiment pertinente puis vraiment intéressante. Ah, ça me fait penser au livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Ah, C'est un de mes livres préférés, d'ailleurs, justement. Vraiment. Je l'ai, c'est clair. Moi, j'ai tellement aimé ça, Paulo Coelho, L'Alchimiste. Ben, pour vrai, je peux te le prêter. Moi, j'ai lu Paulo Coelho. Comment qu'on le prononce? Paulo Coelho. Paulo Coelho, je l'ai lu juste après ça. Et juste après avoir lu celui-là, genre, c'est encore une fois, c'est Jérémy, mon chum, qui a dit, ben, faut que tu lises L'Alchimiste si t'as aimé ça. Puis j'ai encore plus aimé Siddhartha. Ah, OK, Ouais. plus que L'Alchimiste, OK. Je sais pas pourquoi exactement ça a le plus... c'est pour ça que je te dis, je pourrais te le prêter si ça t'intéresse. Éventuellement, je vais te l'emprunter ou puis j'irai à la bibliothèque. Là, pour le moment, j'ai pas le temps de lire, mais Ah bon? c'est clair que je vais l'écrire dans mes notes. Là. J'ai plein de livres là, que j'ai. C'est sûr qu'il y a ça à la bibliothèque à l'île des Moulins, là, pour vrai. Mais c'est ça, c'est vraiment... le parallèle est super. Il est vraiment... C'est exactement ça. OK. Ah, une quête personnelle. Ça, c'est du fun, j'aime ça. Sinon, ben, comme, là, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais un livre qui a changé ma vie, c'est un livre auquel j'ai participé. En fait, c'est mon premier livre auquel j'ai participé, fait que je pouvais pas passer à côté de le présenter. C'est en septembre qu'il est sorti. C'est tout récent, mais c'est un collectif d'auteurs puis d'autrices qui parle du véganisme intersectionnel. Fait que définitivement, c'est un livre qui a changé ma vie parce que ça a été ma première porte d'entrée vers le monde de l'écriture, puis... ouais, ben, tu sais, de m'identifier maintenant comme autrice, tu sais, ça a été un livre super important. Puis ça parle, dans le fond, tu sais, la défense des droits des animaux. Ben, en fait, de comment faire passer la défense des droits des animaux au travers des autres luttes. Le lien avec, par exemple, le féminisme, le lien avec le capacitisme, le lien avec le racisme. Comme quoi, il y a des liens entre ces luttes-là, puis que, tu sais, faut faire force commune, dans le fond. Puis, tu sais, c'est Marie-Lou Boutet qui a dirigé l'écriture du livre. Elle a fait IL, Marie-Lou a fait un certificat en études féministes. Puis ça partait de l'idée que, dans le fond, dans des rencontres, dans des cours sur le féminisme, IL entendait, genre, les gens défendre les femmes tout en mangeant en même temps des animaux, en mangeant un sandwich au jambon. Puis là, c'est comme si elle, il a vraiment comme découvert l'espèce de non-sens parce que Marie-Lou a choisi d'être végane,
Puis là, Marie-Lou, elle se disait, ben, comme, on défend les droits des corps des femmes, mais en même temps, on est en train de manger le corps des animaux. Donc, c'est parti de cette idée-là, ouais. Puis là, on s'est rassemblés autour de ce collectif-là, plein d'auteurs, d'autrices. Il y a, entre autres, des gens très mobilisés dans la cause animale, là, comme Élise Desaulniers, là. Je sais pas si tu la connais, mais pour moi, ça a été vraiment comme un grand honneur d'avoir mon nom en haut du sien, là, parce que c'est grâce à cette femme-là, moi, que j'ai choisi de devenir végane il y a 7-8 ans. Ah, OK, wow! Ouais. Dans une conférence, dans un cours de philo à l'Université de Montréal, elle était venue parler du droit des animaux, puis ça a complètement chamboulé ma destinée alimentaire. Ben oui, c'est ça a tout changé tes habitudes pour en trouver Ouais. un autre aussi qui permet de respecter tes valeurs. Puis c'est quoi les chances aussi, mon chat, Qu'on se que retrouve. tu te retrouves à écrire un livre avec elle, Ouais. c'est ça. Mais c'est ça, fait que c'est pour ça que j'ai choisi de venir d'en parler aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment quelque chose un livre dont je suis très, très fière. Encore une fois, tu sais, d'utiliser, moi, j'ai choisi d'écrire un texte humoristique là-dedans. Il y a vraiment plein de tons, là. Il y a de la poésie, il y a des trucs plus philosophiques, il y a des trucs plus politiques. Fait que, tu sais, d'utiliser mon humour, encore une fois, pour emmener des réflexions à peut-être des gens qui n'ont jamais pensé à tel ou tel concept du véganisme, simplement. Fait que, ouais, c'est ça. Ah, ben c'est super, hein? J'adore le titre, Végo. Ouais, Végo, parce que avec, pour dire égo, mais en tout cas, vegan et égo. Ouais. J'aime bien le concept. Puis la magnifique illustration de, je me souviens plus comment que la personne s'appelle, mais je trouve magnifique. Ouais, c'est ça, il y a comme un lion, la tête d'un tigre, je crois. Ouais. Une genre de... Puis la je sais pas, Vierge Marie. Ben, je sais pas si je l'appelle la Vierge Marie. La Vierge Marie, tu trouves? Ben, je l'appelle Vierge Marie, mais elle est vraiment peut-être pas vierge, là, mais. Elle était pas vierge, mais clairement qu'elle s'appelle Marie. Écoute, Ouais, c'est il n'y a ça. pas de doute. Ben, ça peut être aussi un marien, un homme aussi. Ouais, c'est ça, il y a quand même quelque chose de... Moi, ça me fait penser aussi à la... Voyons, genre mère nature, un peu, là, en tenant les fleurs, puis tout, il y a quelque chose de... Ça, j'ai vraiment aimé. Tu sais, Marie-Lou, ce qui m'a vraiment marqué chez cette personne-là, c'est vraiment, genre, l'activisme joyeux, je dirais, dans la positivité. Ce livre-là, il est joyeux, il est positif, même s'il est... Je pense qu'il y a des textes qui sont quand même poignants puis qui sont confrontants. L'intention dans laquelle le livre a été fait, c'est vraiment dans un militantisme joyeux puis positif, puis c'était vraiment agréable de travailler avec Marie-Lou Boutet. Et les éditions Somme Toute. Les éditions Somme Toute qui ont Oui, participé qui ont édité votre roman. Ouais, Ouais, le livre, ouais. c'est une très belle expérience. Ça te donne-tu quasiment envie d'être écrivaine? Ah, c'est sûr Ben là, je sais que tu as un livre en portée, là. Je veux dire, que j'ai eu l'idée. c'est ça, avec ton copain aussi. Ouais. Ouais, ben je suis en train de travailler sur 2 livres pour enfants. Fait que oui, j'aime ça, j'aime écrire tout ce qui est communication, dans le fond, là, à travers la musique, à travers l'écriture, à travers l'humour, à travers les podcasts. Les podcasts, ben oui. Philosophe, puis on pense qu'on a pris du pot, mais non, parce que je suis enceinte, puis juste à jeun. On a fait tout ça à jeun. Oui, fait que c'est possible d'être saine et bien heureuse. Et avoir des conversations qui volent vraiment haut. Très, très, très profond. Fait que, ben, merci Rebecca pour ta présence ici, de partager tes romans, de partager ta passion pour la vie, le voyage de le temps aussi, l'idée de juste aller dire à la personne, T'avais ouais, pas la morale dans le si va vrai, ça va pas, ça marche pas ton affaire, t'as un mauvais crédit, là, ben, plus tard, là, Ouais, pas là. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que tu te soucies, t'as encore espoir que tes pensées ou ce que tu vas dire va changer les mentalités passées. Bref. Ouais, ben merci pour vrai, ça l'a passé tellement vite, puis je trouve que c'est vraiment comme facile de partir dans les nuages et de parler de plein de choses avec toi. T'as vraiment un accueil qui est vraiment, vraiment le fun. Fait que merci Coralie. Je suis contente d'avoir pris le temps de jaser avec toi aujourd'hui. Oh, puis on va se revoir. Ben là, j'espère, certainement. Puis t'as des spectacles aussi qui arrivent éventuellement.
Absolument. Women's Planning. En tout cas, t'as l'air très occupée. Oui, quand même, là, je me suis dit jusqu'à ma 35e semaine, puis après, je vais slacker pour être plus dans le repos. Mais oui, puis je vais sûrement aussi à l'été, refaire des capsules pour découvrir les moulins. Des capsules humoristiques qui fait découvrir Terrebonne, Mascouche. Je suis bien contente de ce projet-là. Puis on l'a fait cet été, en 2021, puis on va continuer en 2022. Fait que ça va être à suivre. Ah bon, on va regarder ça. Cool. Merci, Coralie. Toi aussi. Mon entrevue avec Rebecca Bucci est déjà terminée. Mais c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, je vais faire une chronique. Puis j'essaie dans ma chronique de t'expliquer c'est quoi la différence entre un monologue et du stand-up. Je m'appelle Coralie Dubois. À bientôt!